Bonsoir et bienvenue dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Et donc Richard est de retour, il est de retour et donc il est juste à mes côtés. Richard, bonsoir. Eh bien, c'est tout le plaisir pour moi justement de pouvoir recommencer à travailler avec toi. Eh bien oui, donc c'est reparti encore bien sûr pour un tour et donc... Les championnats sont sur la fin, donc, et les playoffs ont même déjà débuté dans certaines disciplines. Vous saurez tout pour cette programmation sur ce week-end et à venir en ce qui concerne les playoffs, mais bien sûr en ce qui concerne d'autres activités sportives, beaucoup de choses encore en perspective ce week-end. Et donc, bien sûr, Richard et moi, nous tenterons en tout cas de vous en donner le maximum. Nous parlerons également, nous ferons un point sur la Transat Belle-Île-Marie-Galante après quasiment 6 jours de course, donc avec notre spécialiste qui est en plateau, donc Vincent qui est avec nous. Vincent, bonsoir. Bonsoir Séverine, bonsoir Richard, bonsoir à tous, bonsoir à toute la Guadeloupe et surtout à Marie-Galante. Voilà, et bien sûr, nous parlerons donc de course à pied, Richard. Oui. Parce que ce week-end... oui, c'est vrai, parce que c'est une discipline, je dois dire, qui fonctionne très bien, qui marche très bien, et puis surtout lorsqu'il y a deux champions, c'est tout à fait normal qu'on les fasse venir en plateau pour parler un petit peu de leur spécialité et surtout ce qu'ils vont faire dans cette compétition qui va se dérouler ce week-end. C'est tout simplement les Foulées La Pointe, 6e édition. On en parlera d'ici quelques instants. On parlera bien sûr donc avec nos deux invités qui sont donc en plateau. Et en deuxième partie, nous reviendrons donc sur la superbe prestation des judokas guadeloupéens au championnat d'Europe de Jiu-Jitsu. Ils seront donc avec nous en plateau. Donc vous voyez, un beau programme ce soir pour Sport 10. Donc restez avec nous, il y a beaucoup de choses à voir, à entendre et à découvrir. On parlera également de tennis, de triathlon, notamment de trail, de basket, de volley. Donc voilà, beaucoup de choses. Donc restez avec nous et on commence tout de suite, Richard, bien sûr, avec les Foulées La Pointe, 6e édition. Alors, en plateau, nous avons donc Belodi Vilova qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et puis à côté de lui, eh bien, c'est sa compagne, mais compagne de route aussi également. Compagne à la maison, mais aussi compagne de route en ce qui concerne la discipline, à savoir Roxane Terry. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous allez nous parler justement de votre participation demain, précisément, dans cette compétition, à savoir les Foulées La Pointe, 6e édition. Une compétition que vous connaissez déjà, parce que vous avez eu l'occasion d'y participer. Oui, ça fait très longtemps, mais c'est... Oui. Ça fait longtemps, du coup, je ne sais pas comment y prendre, comme c'est une course vraiment plate. Et du coup, j'appréhende cette course. Alors, il n'y a pas si longtemps, vous avez remporté justement les 1000 défis. Oui. D'accord. Compétition à laquelle vous avez participé. C'était la semaine dernière. La semaine dernière. Vous l'avez remporté. Oui. Premier chez les hommes. Premier chez les hommes. Oui. Premier chez les femmes. Oui. D'accord. Donc ça promet. Ça promet. Et puis le 30 mars également, là encore vous étiez dans les 10 km de Goyave. Voilà. Premier. C'est une première aussi. Et on a... Qu'est-ce que vous avez envie justement de prouver comme ça? Eh bien, déjà de prouver à nous-mêmes qu'avec le travail et la course, on peut y arriver. Alors, comment peut-on, on a envie de tout savoir, comment peut-on rester 105 mois sans aucune compétition et puis après, disons de quoi fait tout le monde, quoi. C'est ce qui vous est arrivé pour ces deux compétitions. Oui, c'est ça, oui. Bon, avec madame, du coup, moi, je ne voulais pas reprendre. Oui. Elle n'était pas de cet avis, du coup, elle m'a forcé, du coup... Vous avez mis le couteau sous la gorge. Quasiment, en fait. Voilà. Et du coup, après quelques réflexions, du coup, on a commencé le 8 janvier, précisément, pour commencer à courir. Commencer à courir. Voilà. D'accord. Avant, là, vous courez sans aucune formation, enfin, une formation, aucun club. Ouais. Auparavant, vous étiez, je crois, avec Évasion. Évasion Sport, oui. D'accord. Voilà. Piloté du reste par quelqu'un que nous connaissons très bien, c'est donc Joël Lambert. Voilà, alors, donc pour parler de cette compétition, très prisée, j'ai envie de dire, nous avons en direct avec nous le responsable des sports de la ville de Pointe-à-Pitre, Alain Sauvez, qui est avec nous. Bonsoir, Alain Sauvez. Oui, bonsoir.
Oui. Pour les spectateurs de Canal 10, j'espère que vous m'entendez. La voix un petit peu prise, hein. C'est vrai que vous me disiez ce matin que vous aviez une petite grippe, mais enfin bon, on va faire avec, Alain. D'accord? Oui, il faut faire avec. D'accord. Alors, la saison, c'est chaud, voilà. qu'est-ce qu'on a? Alors, cette 6e édition, c'est quoi? C'est quoi pour la ville de Pointe-à-Pitre? Donc pour la ville de Pointe-à-Pitre, ça s'inscrit surtout dans la dynamique sportive de toutes les activités. Et, singulièrement cette année, c'est quand même année olympique, année aussi de la grande cause nationale. Donc nous avons inscrit la 6e édition dans ce calendrier de la semaine olympique et paralympique, également aussi avec la libéralisation de la ville qui est terre de jeu. Donc voilà, nous allons faire en sorte que cette 6e édition, surtout les 10 km de Pointe-à-Pitre, Foulée la Pointe, puisse se dérouler dans cette ambiance d'année olympique et de promotion de l'activité sportive sur l'ensemble du territoire national, mais singulièrement à Pointe-à-Pitre. D'accord. Alors, Alain Sourez, par rapport aux années précédentes, est-ce qu'il y a de l'innovation? Est-ce qu'il y a quelque chose d'inédit, par exemple? Alain Sourez? Oui. Oui, alors je disais, par rapport justement aux éditions précédentes, est-ce qu'il y a du nouveau? Alors, il y a surtout, comme on dit, le fait qu'on s'améliore d'année en année. Et surtout, comme pour Pointe-à-Pitre aussi, c'est les 10 km organisés donc par le service des sports de la ville et bien sûr ouvert à tous. C'est aussi la capacité de la ville de se projeter vers aussi, depuis l'an dernier, il y a aussi donc le semi-marathon au mois de novembre. Donc voilà, donc ça permet à l'ensemble du service des sports de la ville de continuer à bien organiser les choses pour permettre à la ville de Pointe-à-Pitre de continuer à avoir des manifestations sportives d'envergure. Oui. Et d'ailleurs, cette année particulièrement, il va y avoir certaines surprises d'ici août aussi, mais également aussi pour le semi-marathon novembre. Mais c'est dans cette dynamique, toujours se mettre au service du sport, le sport pour tous, parce que c'est ouvert à tous, aux enfants bien sûr, et de l'animation, mais également aussi le sport de compétition, parce que in fine, il y aura aussi des vainqueurs. Cela s'inscrit dans la dynamique des compétitions de course hors stade, et je pense qu'il y a une bonne dynamique sur l'ensemble de la Guadeloupe, et donc Pointe-à-Pitre est à l'heure de ces rendez-vous de course hors stade. Vous attendez combien de compétiteurs? Vous attendez combien de compétiteurs, Alain Sourez? Alors, je n'ai pas, malheureusement aujourd'hui, donc je ne suis pas passé au niveau du service des sports pour avoir le nombre d'inscrits, mais il peut y avoir des inscriptions sur place aussi, sur site. Donc, voilà, ils peuvent passer au service des sports, au rôle des sports, Paul Chorchon, prendre les renseignements et tout ça, mais également aussi sur site. Le départ, c'est au complexe sportif Michel Benjamin. Et d'ailleurs, pour les sportifs pointois, verront qu'il y a peut-être des travaux en cours, mais ça prouve aussi que là aussi, nous sommes en train d'améliorer les choses pour permettre d'améliorer les conditions de la pratique sportive sur l'ensemble de notre ville de Pointe-à-Pitre. Alors, combien de points de ravitaillement? Alors, je n'ai pas les détails techniques, mais je sais que c'est réglementé. Et nous le faisons bien sûr avec les partenaires habituels de la course en stade de Pointe-à-Pitre. Donc avec Fabrice, son équipe bien sûr, le sponsor bien connu pour être bien chaussé. Voilà, donc il faut absolument que les choses se passent dans le cadre aussi de la réglementation française et avec la surveillance de la Ligue d'athlétisme de la Guadeloupe. Alors d'après mes informations, il y aura 2 points de ravitaillement, un qui va se trouver à Fouillol et l'autre à Légitimus. Merci Alain d'avoir été en direct dans cette émission. Et puis on va suivre avec beaucoup d'attention d'ailleurs cette 6e édition. Merci à tous et bonne chance à tous les compétiteurs et que les meilleurs gagnent. Merci beaucoup Alain. On revient un petit peu sur le plateau avec vous, juste pour conclure. Alors, vous savez ce qui vous attend? Oh oui, c'est sûr. Du coup, quand on prend le départ, on sait déjà. D'accord. Est-ce que vous vous êtes préparé en conséquence? Bon, c'est vrai que vous revenez d'ailleurs de cette épreuve-là de la semaine dernière. Est-ce que vous êtes préparé entre-temps pour mieux aborder cette compétition? Non, c'est plutôt la récupération qu'on a. Ouais. Du coup, en faisant quoi? En faisant des footings, massage, l'alimentation aussi qui va bien. Et voilà, et on verra ce que ça va donner. Vous serez sur le plateau la semaine dernière en tant que vainqueur encore? Pourquoi pas? Ah ben voilà. Oui. Merci. Merci en tout cas d'avoir participé dans cette émission et puis on vous souhaite beaucoup de courage et à la semaine prochaine. Voilà. Merci.
On va maintenant du côté de la mer, du côté donc de la Transat, donc Belle-Île, Marie-Galante. Vincent, vous étiez là-bas pour le départ. Également, donc vous avez pu assister, vivre donc ce départ en direct. Aujourd'hui, ça y est, la course est pleinement lancée. Et puis pour Kenny Piprol, ça se passe plutôt bien. Oui, encore bonsoir à tous. Franchement, une manifestation incroyable. Qui est à dimension humaine. Je pense que ce soir, il y a quelque chose qu'il faut retenir de cette Transat Belle-Île en mer Marie-Galante. On était avec Grégory pour le départ, on a pu faire des émissions tous les soirs là-bas. C'est vraiment une transatlantique à taille humaine. On a tendance à voir la route du Rhum comme une grosse machine. Là, on a vraiment une transat qui nous correspond. C'est pas à dire que la route du Rhum ne correspond pas, mais il faut dire les choses comme elles sont. Partant de Belle-Île en mer, en fait, c'est un petit Marie-Galante au large de Quiberon et qui arrive à Marie-Galante. Le ralliement de ces deux îles avec un chanteur guadeloupéen, Laurent Voulzy, qui est derrière cette chanson emblématique. Voilà, il y a un message et puis une flotte très ramassée. On a 13 bateaux. Ce sont des classes 40, ce sont des monocoques, ce n'est pas des machines volantes comme on a pu le voir pour la route du Rhum. Donc vraiment une appropriation de cette régate et de cette transat qui est vraiment très très importante. Et je tenais à le souligner en préambule, c'est un peu ce qui nous a marqué au moment du départ. C'est une course aussi en équipage, puisqu'ils ne sont pas seuls sur leur bateau. C'est ce qui fait toute la différence, Séverine. Habituellement, et c'est une caractéristique bien française, de faire de la voile en solitaire, le Vendée Globe, route du Rhum, et toutes les transats organisées par la Fédération française de voile, bien souvent, ou même d'autres organisations, c'est souvent des transats en solo. Et là, enfin, on a 3 bons hommes sur les bateaux en équipage, donc ce sont des bateaux qui vont donc performer, parce que ce qu'on peut faire à 3, on ne peut pas le faire tout seul. Et sur des classes 40, ce sont des monocoques. Il y en a quelques-uns en Guadeloupe, notamment. Kenny était déjà venu avec Captain Alternance en Guadeloupe, donc on a pu le voir lors de la Jacques Vabre. Et donc, ce sont des bateaux qui, maintenant, de dernière génération, sont très performants, mais qui restent quand même des bateaux, des monocoques, et non pas des multicoques. Donc ça, c'est très important. Juste une question comme ça, Vincent. Est-ce que c'est beaucoup plus rassurant lorsque, par exemple, on fait la transat à plusieurs, à 3, ou si on fait la transat en solo? Mais c'est beaucoup plus rassurant parce que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles. Ça, vous pouvez donc en permanence, le bateau il est optimisé à 100%, et quand vous allez vous reposer, vous fermez les deux yeux. En course en solitaire, on dort d'un œil. On est toujours sur le qui-vive, même si on a maintenant de l'électronique, on a des AIS qui permettent de détecter d'autres bateaux en mer pour éviter d'avoir des problèmes de choc en mer, tout simplement. Là, vous avez une veille humaine et qui est bien supérieure à une veille digitale ou numérique. Pour les équipages, justement, comment ils se sont formés? Est-ce que justement, sur cette préparation de transat, il y a du coup quand même donc des entraînements qui sont faits pour pouvoir quand même avoir cette fluidité quand même sur le bateau, parce que classe 40, c'est pas non plus immense non plus. C'est un bateau de 12 mètres. Voilà, donc il faut pouvoir aussi collaborer durant le temps de la course à 3 sur le bateau. C'est ce que nous disaient les marins là-bas. Ils ont l'habitude, ce sont beaucoup de figaristes. Ils font la course du Figaro qui est en solo. Et donc c'était un exercice nouveau pour eux. Ils n'ont pas eu beaucoup de temps en fait, pour parler très franchement, puisque c'est la première transatlantique de la saison, pour s'entraîner à 3. Donc l'équipage qui s'est le mieux entraîné, c'est Everial, qui est le long des côtes portugaises, on en parlera tout à l'heure. Voilà, il disait ça, il disait on va apprendre à se découvrir à bord, parce que d'habitude on fait toujours de la course en solo. Donc il y a eu un petit peu d'entraînement, et puis ce qu'il faut surtout dire, on a un plateau très très relevé. On a le champion de France de course au large, on a par exemple 2 filles passées dans les équipages, notamment Sophie Faguet, qui est une ancienne championne du monde de match racing. Quand on prend à chaque fois un équipage, on a une petite dream team en fait à bord, et qui fait performer les bateaux. Donc c'est des gens qui ont l'habitude de naviguer, qui ont fait de la course en équipage par le passé et qui savent comment fonctionne le bateau. Donc voilà, ils parlent le même langage, et donc ça se combine très très bien. Mais ce qu'il faut surtout dire, c'est que c'est une performance à 100% du bateau, et on le voit dans les traces, dans les parcours, dans les vitesses des bateaux. C'est tout le temps en train de performer, puisque quand vous êtes en solitaire, là, on va dormir quoi. tu peux rater un réglage, il faut dormir quoi. Donc, tandis que là, c'est pas le cas. Vincent, c'est très très fascinant
ce que vous nous narrez en ce moment. Le Marie-Galantais, par exemple, hein, comment qu'il voit cette compétition, justement? Ben alors, je pense que, en plus, au-delà de Marie-Galante, c'est une vraie valorisation des îles du Sud. Marie-Galante est en tête de gondole, mais on pense aux Saintes, on pense à la Désirade. Et je pense que nos îles du Sud ont besoin d'événements comme ça pour les valoriser. Ce sont des gens résilients, ce sont des gens, quand on parle des îles, à chaque fois qu'un Guadeloupéen va aux Saintes ou à Marie-Galante ou à la Désirade, il se dit ouais, on va retrouver la Guadeloupe que j'aime. C'est pas dire que Guadeloupe nous pas bon, hein, mais il faut dire les choses comme elles sont. Et c'est super qu'il y ait une transatlantique qui se dise au lieu de valoriser Fort-de-France comme la Transac Jacques-Vabre ou encore Pointe-à-Pitre, même si c'est très important avec la route du Rhum, il faut dire les choses comme elles sont, mais de valoriser notre archipel, c'est génial en fait. Et ça met en valeur notre population marie-galantaise qui le mérite. Ça leur donne un véritable cachet. Un véritable cachet. Marie-Galante a déjà son cachet et sa dimension d'attractivité, notamment Terre de Blues qui arrive dans quelques temps, mais avec cette transatlantique, c'est aussi prendre un essor et qui reste parce que le challenge il est là, de rester dans quelque chose à taille humaine et en respectant l'âme du territoire. Je pense que 13 bateaux, on n'est pas dans une configuration avec 100 bateaux, et ça correspond pile poil au Marie-Galantais. Ce sont des gens de Belle-Île qui partent, donc le départ a été donné, ce sont des insulaires et la course arrive chez d'autres insulaires et qui ont toujours été liés depuis cette fameuse chanson de Laurent Voulzy, quoi. On fait un petit point sur la course, Vincent. Et donc, justement, après ces quelques jours, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé? Comment, du coup, les choses se sont déroulées? Alors, pour les spectateurs de Canal 10 ont l'habitude de la voile traditionnelle. Alors, quand on dit qu'il y a du mauvais temps, on dit en voile traditionnelle qu'il y a eu du dombré. Mais figurez-vous que les premiers temps... C'est l'expression bien de chez nous. Voilà, les premiers temps, c'était dombré au Serrier, dans le golfe de Gascogne. Et donc, ils ont eu des conditions vraiment très, très difficiles. Ça s'est apaisé, puisqu'il y avait une dépression. Et d'ailleurs, les organisateurs ont imposé, à cause de cette dépression, un passage obligatoire dans le golfe de Gascogne. Donc, un point virtuel, ça s'appelle un waypoint, où il fallait contourner cette marque de parcours pour obliger les concurrents à éviter cette fameuse dépression. Même s'ils l'ont évité, ils ont eu quand même du très très lourd. À ce titre, il y a eu 2 ou 3 bateaux qui ont dû s'arrêter. Il y en a même un qui a abandonné, un équipage italien, Tirolite, puisqu'il y a un des coéquipiers qui a eu une cheville cassée. Et les gars ont quand même réussi à sortir de ce golfe de Gascogne, comme on dit, ils ont dégolfé, et après ils ont encore eu des conditions un petit peu costauds, mais ça allait mieux, et ils vont retrouver à partir de demain une nouvelle dépression au large des Açores. On peut supposer qu'il y a des creux de combien à peu près? Dans le golfe de Gascogne, c'était du 5-6 mètres. Oh là là. Alors 5-6 mètres, même si c'est un bateau de 12 mètres quand même, mais c'est quand même important. Et donc en faisant ce passage dans le golfe de Gascogne, ils ont évité bien pire, puisque nous on était avec Grégory au briefing des skippers qui disait que dans le cœur de la dépression, on était sur du 8 mètres et sur du 50 nœuds. Bon, 50 nœuds c'est 100 km/h, on est des gens vigilance ici en Guadeloupe. Donc voilà. Et donc maintenant, ce qui se passe maintenant, il y a 2 stratégies qui sont en train de se dessiner, et ça c'est palpitant. Je vous propose justement d'écouter notre skipper. Notre chouchou. Oui, notre chouchou. Donc, qui est sur cette course. On va retrouver justement l'interview, le petit passage de Kenny Piprol. Voilà, vendredi 12, petit tour d'horizon à bord de Captain Alternance. On est 6e au classement, on est sous Genac, en direction du petit front qu'on va passer cet après-midi. On va virer de bord ensuite, faire direction sud vers Santa Maria, qu'on va laisser à tribord. Et d'ici là, on profite des bonnes conditions pour manger, se restaurer, prendre des forces, se reposer, faire un petit tour du bateau. Et avant que les conditions ne se dégradent demain après-midi, pour laisser place à la tempête, à la dépression tropicale qu'on va contourner par le nord et qui va nous amener à pleine vitesse vers Marie-Galante. Allez, bonne journée à tous.
Et c'est un Marie-Galantin, hein, Kenny. Hein. Donc il rentre chez lui, hein, puisque ses parents sont et de Mornalo et de Marie-Galante. Donc voilà, donc il rentre chez lui. Donc ça aussi c'est super. Et voilà, et la grosse attractivité de cette course, c'est qu'on a un skipper guadeloupéen qui est professionnel maintenant, qui vit de la voile. Et c'est aussi des messages. Il y a eu un super plateau lundi soir sur les antennes de Canal 10, drivé par Harold, avec Carl Chipotel, Claude Tellier, Victor Jean-Noël et Rodolphe, qui ont parlé de choses essentielles. Et ça fait résonance à tout ce qui a été dit lundi soir sur le plateau de Canal 10 en disant voilà, on a un skipper guadeloupéen qui démontre qu'on peut maîtriser cette affaire, cet or bleu qui est la mer. Oui, ce qui est formidable, c'est vrai. On sent que c'est quelqu'un qui vit vraiment sa passion. C'est ça. Oui, c'est un passionné qui est passé à Guadeloupe Grand Large et qui a évoqué, puisque Kenny est allé dans les écoles de Belle-Île-en-Mer, puisque toutes les écoles de Belle-Île-en-Mer, j'espère que c'est le cas aussi à Marie-Galante, suivent les skippers. Un enfant lui a demandé mais comment tu es devenu skipper? Il a dit un skipper professionnel, notamment Claude Tellier, Victor Jean-Noël, ils sont passés dans mon école et j'ai eu envie d'aller voir et de faire ça, voilà, chemin faisant. Voilà. Mais bien sûr, derrière tout ça, au-delà de l'aspect sportif, il y a aussi ce message très très important pour le développement du nautisme qui reste encore un champ d'investigation. Allez, j'ai envie de dire, je lâche le mot, quasi inexploré. Beaucoup de choses encore à voir donc, dans ce domaine pour la Guadeloupe. Est-ce qu'on peut avoir du coup la carte, Cédric? Oui? Non? C'est compliqué du coup ce soir pour la carte, Vincent, mais en tout cas faire un petit point sur la course. De toute manière, on invite les téléspectateurs à aller sur le site de la Niji 40, niji40.fr, donc et vous avez effectivement cette cartographie et c'est un peu vraiment intéressant parce qu'il n'y a pas besoin d'être un grand grec. On a la carte des vents et on voit deux stratégies. Il y a un groupe de bateaux, d'une dizaine de bateaux qui sont partis au nord avant d'arriver aux Açores, et vous savez aux Açores il y a ce fameux anticyclone qu'il faut éviter, et il y a deux bateaux, deux cocofiolos qui ont décidé de ne pas suivre la majorité des bateaux et d'aller le long des côtes portugaises pour essayer d'aller prendre du petit vent le long des côtes. Et ça je trouve ça génial parce que comme vous savez sur ces bateaux-là, vous n'avez pas droit à l'assistance. Les trois bons hommes à bord déterminent leur course avec les fichiers météo qu'ils reçoivent et donc il y a bien sûr des logiciels de route qui aident les skippers, ils n'ont pas le droit d'avoir une aide extérieure et ces fichiers ils vous proposent des trajectoires et la majorité des skippers ont choisi la trajectoire nord proposée par les fichiers et les deux cocofiolos, Everial et Décuple, ont décidé de longer les côtes portugaises, ne pas suivre le digital, de suivre un peu leur instinct. Et ça, on parle beaucoup de voile traditionnelle, et c'est ce qui se passe en voile traditionnelle, et de dire non, moi je vais essayer de chercher les alizés, de descendre plutôt vers le Cap Vert, et de ne pas aller là-bas. Donc c'est pour ça que j'invite les téléspectateurs à aller regarder ça sur la cartographie, et de voir ces deux stratégies, et qui, même si on a tout le modernisme à bord, ces gars-là ont décidé de faire fi de cette affaire-là, et de suivre leur instinct. Alors ça va être compliqué, parce que j'en discute pas mal avec notamment Thibaut Vauchel-Camus, Claude Bistoquet et d'autres copains de la voile, en disant bon, cette option sud, il pique et mâché, parce qu'après cet anticyclone des Açores, il remonte au milieu de l'Atlantique et il fait une espèce de bulle où il y aura pas beaucoup de vent dedans, et c'est ce que Kenny disait. Lui par contre, en étant au nord, va bénéficier d'une dépression qui va lui permettre d'accélérer. Donc la route nord de Kenny, alors Kenny est 4e, il était 3e cet après-midi, là il est 4e, donc il est en très bonne posture, semble être la plus intéressante. Oui, ça peut évoluer. Ça peut évoluer, mais voilà. Mais là, cette fameuse dépression qui arrive, une nouvelle dépression, va amener du vent portant qui va permettre à ces bateaux-là d'accélérer. On est encore sur combien de jours de compétition? 15 jours. 15 jours, voilà, c'est pas comme les ultimes, les ultimes mettent 5-6 jours. Je pense que la prochaine vous diront il doublé Air Caraïbes, Air France et toutes ces compagnies aériennes là. Claude Tellier disait ça lundi soir, on va inévitablement revenir sur des bateaux, on ne pourra plus traverser l'Atlantique en avion à cause de la transition écologique qu'on doit absolument prendre, mais 15 jours pour un monocoque de 12 mètres, c'est quand même un exploit. C'est quand même énorme. Il y a ne serait-ce que 10 ans, on n'y pensait pas. D'un bateau de 12 mètres qui peut traverser aussi vite l'Atlantique, c'est déjà pas mal. Alors une question certainement que certains spectateurs doivent se poser. Est-ce qu'il y a suffisamment de ravitaillement à bord? Oui, alors c'est tout le... Alors,
il faut savoir que la classe 40, c'est hyper normé pour justement maîtriser un peu les choses, pour assurer la sécurité des bons hommes à bord. Donc tout est calculé pour pouvoir avoir des vivres quasiment obligatoires. Je vous donne juste un exemple. Il y a un jerrycan d'eau qui est imposé par l'organisation, indépendamment de l'eau que les concurrents vont amener à bord, avec un certain nombre d'éléments de survie qui sont adossés à ce jerrycan d'eau qui est imposé. Donc il y a cette approche de suffisamment de nourriture et l'élément matrice, même si on cherche à gagner du poids pour ne pas mettre trop d'éléments, 3 bons hommes à bord et qui sont tout le temps en activité, il faut vraiment avoir de l'alimentation. Donc normalement, c'est bien calculé. Ils ont des repas lyophilisés avec de l'eau chaude. En fait, vous mettez de l'eau chaude et puis oignon Colombo en 5 secondes, quoi. Non, mais tu rigoles, mais c'est exactement ça. Magret de canard, cassoulet, rien qu'avec de l'eau chaude, et c'est ce que les astronautes ont d'ailleurs également. C'est le même type de nourriture. Voilà, merci Vincent pour toutes ces belles précisions. Une chose à rajouter. Un petit classement quand même, rapidement. Alors le premier c'est Acrobatica, c'est l'italien Alberto Riva. Il faut dire que les Italiens sont très très présents sur cette flotte de classe 40. Et le deuxième c'est Groupe SNEF, Xavier Macaire. C'est un zouti filé, en gros modant, comme aurait dit les Martiniquais, c'est un mapipi. Et troisième, la Manche Évidence Nautique. Et quatrième, c'est l'Antevevin, Capitaine Alternance de Kenny People. Très bien, donc on suit ça de près, bien sûr, avec Vincent. Vous savez, chez nous, la voile a autant de place que tous les autres sports ici à Canal. Et donc, bien sûr, restez connectés pour pouvoir suivre l'évolution de cette transat avec Vincent et bien sûr avec l'équipe de Canal 10 au niveau du sport. En tout cas, merci d'être venu ce soir. C'est l'heure de la pause. Je vous propose très vite d'aller juste prendre un petit verre d'eau pour vous rafraîchir et on se retrouve tout de suite après. Rebonsoir, pardon. On est donc de retour après la petite pause. Richard, il a fallu faire vite. Eh oui. La transition a été rapide, mais tout le monde est installé. Et donc, c'est avec plaisir qu'on accueille, bien sûr, des judokates ce soir qui reviennent du championnat. Non, c'est pas des judokates ? Jutsukat. Ah, d'accord. Très bien. C'est bien de repréciser. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à le dire. Donc, des jujitsukat. Voilà. Très bien, je ne le redirai plus. Mais c'est dit. Et donc, elles sont parmi nous ce soir. Donc, elles reviennent des championnats d'Europe. Et bien sûr, elles sont revenues avec de très, très belles médailles. Et donc, bien sûr, c'est avec plaisir qu'on vous reçoit ce soir, mesdames, accompagnées de vos entraîneurs et aussi, bien sûr, du staff, de la famille et du président de la Ligue de judo qui est avec nous ce soir. Donc, on va présenter tout ce beau monde. On a donc Monsieur Schmid Manette qui est donc juste là. Bonsoir. Bonsoir. Ensuite, Hélène Bourreau. Bonsoir. Océane Tribon. Bonsoir. Jessie Flessel, j'ai sauté Anaï, pardon. Anaï. Bonsoir. Jessie, juste après. Bonsoir. Et puis Elory Jean-Louis. Bonsoir, oui. Et bien sûr, on finit avec William C. Oui, bonsoir. Voilà, et donc Richard, belle brochette. Belle brochette, et puis avec les médailles qui sont devant. Mais j'aurais préféré les voir avec les médailles au cou. Ce serait peut-être un petit peu mieux, non? Oh, je pense que ça devrait... Ah oui, voilà. Ah, voilà. Oh là 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 là. C'est nettement mieux comme ça. On voit mieux. Oui. Alors, deux médailles. Pour toi, 2 médailles? Oui. Bon, on a envie de savoir comment ça s'est passé pour toi là-bas. D'entrée de jeu comme ça. C'était un petit peu rude, mes premiers combats. Et ça, c'était la première journée de compétition en Newaza. C'était vraiment dur. Il y avait beaucoup de fil à retordre. Beaucoup de déceptions, mais ça va. Après, il y a eu la deuxième journée, c'était en fighting. C'était aussi rude et ça se jouait beaucoup parce que sinon, j'allais pas avoir la médaille que je souhaitais. Mais sinon, ça allait. Bon, c'est formidable. Au départ, est-ce que tu savais, est-ce que tu pensais que tu aurais eu autant de médailles? Est-ce que, quand tu es parti, est-ce que tu t'es dit, mais tiens, voilà, moi je pars là-bas, je vais revenir avec beaucoup de médailles? Pas forcément, mais après je m'étais dit que j'avais rien à perdre et que j'avais tout à donner. Oui. Et puis c'est ce que ça a donné, mais voilà, c'est tout ce que tu as autour du cou là maintenant. Oui. Donc un titre de championne d'Europe et un titre de vice-championne. Oui.
Donc, la famille Bourreau, on est très porté. Il y a le frère, il y a le papa au fond. Voilà. C'est vrai. Donc, on poursuit. Pareil, juste à côté, Océane, pareil. Du coup, raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé pour toi. Moi, j'étais très stressée au début. J'avais beaucoup d'appréhension. Ça a vraiment été quelques moments difficiles, parce qu'il y a eu les défaites, voilà. Mais bon, je ressors 3e et je suis quand même fière de moi. Ça a été compliqué. Qu'est-ce qui t'a en fait permis du coup, malgré donc ces difficultés, de pouvoir passer le cap et de revenir du coup avec ta médaille au cou? La confiance en soi. Très bien. Oui. Ouais, faut être vraiment sûr de soi et sûr de ce qu'on fait. Juste à côté, on enchaîne, pareil, même question. Alors pour moi, c'était assez dur. Il y a le changement d'air, c'était vraiment dur. Et après, j'ai eu 4 combats, ça a été, et j'ai réussi à être première. Voilà. Donc justement, compliqué, c'est vrai que le voyage du coup, c'était en Roumanie. Donc du coup, c'est vrai que changement de décor. Oui, c'était complet. C'était très compliqué parce que j'ai combattu le premier jour, donc j'avais le décalage horaire sur moi. Mais après, ça a été, j'étais quand même en forme, même si j'ai dormi que 4 heures. Alors, j'étais pas très en forme, mais ça a été. Et grâce au soutien de mes amis, de ma famille et tout ça, du coup, j'ai réussi à être première en Iwaza, au sol. Il y a quelque chose qui revient très souvent, et ça on peut comprendre, c'est le soutien de la famille. C'est un élément très important, un élément qui a été très important pour toi. Ah oui, c'était très important, surtout que pour le voyage en Roumanie, pour aller en Roumanie déjà, c'est déjà très important, mais les gens qui nous ont soutenus financièrement et aussi qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont bien soutenu, c'était vraiment un soutien, c'était vraiment en plus pour gagner. Ben oui. Jessie? Pour moi, j'avais déjà eu l'année dernière, donc je suis repartie pour aller chercher des médailles. L'année dernière, j'avais pas ramené de médailles aux Europes, au monde oui, mais je la voulais. Donc je suis partie avec un petit malus, on va dire, parce que ma caté c'est moins 70. D'accord. Presque à 73. Ah. Donc j'ai dû me battre avec moi-même pour descendre. Et juste avant la compétition, je suis descendue à 69 et quelques. Donc c'est un régime drastique. C'est ça. En même temps, ça m'a permis de découvrir un peu la Roumanie en courant. Après, pour les combats, je connaissais quelques-unes de mes adversaires. Donc je savais un peu leur système d'attaque, etc. Mais la perte de poids, ça m'a beaucoup fatiguée. Avant de partir, j'étais blessée. Et en plus du décalage, c'était chaud. Donc on va dire que les autres m'ont donné beaucoup de soutien. Mes coachs aussi m'ont remotivée. Mais je me sentais vraiment pas en forme. Mais j'ai voulu combattre et j'étais déterminée. Donc je suis allée la chercher. Et la satisfaction est là puisque tu reviens avec ta médaille au cou. Anaï? Non, moi c'est Elori. Elori, Anaï et Elori, mon Dieu. Elori, excuse-moi. Alors, moi je reviens sans médaille. Alors, c'est un accident de parcours, c'est des choses qui arrivent. Mais je peux dire que ce que j'ai fourni comme travail aux Europes, c'est la première fois d'ailleurs que je fais jiu-jitsu, surtout aux Europes. Le travail que j'ai fourni, je peux dire que je suis assez satisfaite de moi et que je vais continuer à me performer et tout pour pouvoir accéder au podium pour les mondes, si tu veux. Et puis voilà. C'est de l'expérience emmagasinée. Oui, voilà, exactement, de l'expérience en plus. Et puis voilà. C'est formidable ce qu'elle vient de dire tout à l'heure. Elle a commencé par ça, qu'elle est revenue sans médaille, mais ce qu'elle a vu là-bas, justement, ça lui a servi, disons, d'élément déclencheur, quoi. Et peut-être pour les autres compétitions à venir. Ça, c'est bien. Côté des coachs, messieurs, vous avez entendu ces demoiselles. On sent quand même déjà vraiment
qu'elles ont l'âme vraiment de compétitrices vraiment très très aguerries. Ça s'entend dans les propos. On sent vraiment que la motivation est là, l'envie de la gagner là. Je pense que ça doit être super intéressant pour un coach d'avoir ce type d'athlète à accompagner, à entraîner au quotidien. Oui, tout à fait, parce que c'est un groupe de jeunes filles qui sont très motivées. Ce qu'on a remarqué, on avait déjà remarqué sur les championnats de France à Paris, par Varia-Viaquin, que c'était un groupe qui était aussi très solidaire. Et puis, vous l'ont dit, avec le soutien des camarades et tout, notamment comme Jessie qui a un problème de poids, qui fait que les camarades l'ont encouragé, ça leur a permis de tenir et tout. Parce que partir au championnat d'Europe, c'est quelque chose. Après, faire ce qu'il y a à faire là-bas, c'était encore autre chose. Et puis, elles ont su prendre sur elles-mêmes et faire tout ce qu'il y a à faire. Et on sent que y a tout le potentiel qu'elles ont, qu'elles peuvent encore aller loin. Et nous, en tant qu'entraîneurs, c'est tout ce qu'on leur souhaite, d'aller le plus loin possible. Parce que on a quand même Jessie qui est plus expérimentée dans le groupe. L'an dernier, elle était dans le circuit, elle a fait les France, les Europes, les mondes. Et là, il y avait Hélène qui était là aussi l'année dernière, qui avait été au monde avec Jessie, donc elles sont médaillées mondiales, Jessie et Hélène. Donc là, elles reprennent le cycle cette année. C'est vrai que pour une athlète qui a été médaillée l'année d'avant, de reprendre le cycle tout redémarrer à zéro, c'est quand même quelque chose. Elles ont le courage de le faire avec de nouvelles camarades qui sont tout aussi motivées qu'elles. Elles se poussent entre elles. Et puis je veux dire que après les France, il y a eu 21 médailles pour à peu près 9 combattants, d'accord, avec 9 titres de champion de France. Donc elles ont été aux Europes, elles ont montré que finalement que le parcours des France c'était pas un accident. Donc on va dire c'est presque une récidive quoi. Et puis je dis que nous on est fiers de ce qu'elles font. Et on sera toujours là, prêt à les aider à se préparer pour aller le plus loin possible. Alors lorsque, par exemple, on revient avec autant de médailles, forcément, on est content et ça vous donne sans doute la possibilité de pouvoir travailler mieux avec le groupe. Oui, parce que par rapport à ce qui a été fourni là-bas, nous, en tant que coach, donc, on regarde un petit peu les points forts et les points faibles. Voilà. Donc on va améliorer les points forts, d'accord, et travailler sur les points faibles pour que ça ne puisse pas réapparaître les fois suivantes. Pour qu'elles soient encore mieux lorsqu'elles ont ces prochaines compétitions. L'emblème qui est juste sur votre tsunami. Ça, c'est l'emblème du club. Ah bon, d'accord. D'accord. Tsunami, ça veut tout dire. Bah oui. Je pense que... On comprend pourquoi, justement, il y a eu autant de médailles. William Seal, justement, vous êtes également en adéquation avec ce que, du coup, votre collègue vient de nous présenter. C'est vrai que ces jeunes filles, elles sont intrinsèquement déjà prêtes à la compétition. Et c'est vrai que c'est un plus. C'est quelque chose qui permet d'avancer plus vite, d'aller aussi chercher, d'avoir de gros objectifs. Oui, effectivement, je suis déjà tout dit, mais les jeunes filles qui sont là, elles savent pourquoi elles sont parties au championnat d'Europe. On a fait un peu plus de 8000 km. On a eu un parcours du combattant pour arriver jusqu'en Roumanie, se peser, chercher les accréditations. C'était galère parce qu'on était un petit peu isolé par rapport au groupe France. Donc on s'est retrouvé avec le groupe de la Réunion. Donc les dom-toms, on s'est bien soudés pour qu'on puisse fonctionner. D'ailleurs, on a reçu les dossards la veille, il fallait les faire coudre le lendemain matin avant la compétition. Pour les peser, il y en a qui n'étaient pas au poids. Par exemple, Hélène, il lui manquait 1 kg, elle avait 1 kg en trop, il fallait qu'elle court. C'était le stress, c'était bon. Mais comme je me disais, c'est vrai qu'il y avait un groupe, on a senti vraiment le groupe soudé. Et c'est ce qui fait la force de ce groupe-là. Et puis en même temps, je pense qu'il y a un petit problème, elles sont un petit peu faux-folles. Et je crois que c'est ce qui fait leur force d'ailleurs. Bon, c'est pas nous, c'est le coach qui dit, donc... Elles sont conscientes de ça. On peut considérer que c'est une qualité. Oui, d'accord. Ça l'est un point fort. C'est un point fort. Bon, tant que c'est une qualité pour la compétition, pas en dehors les filles, que dans la compète, parce que après... C'est vrai que du coup, on parlait aussi de ce côté un peu compliqué, Roumanie, parler de la famille, il a fallu aussi financièrement trouver les moyens pour pouvoir se déplacer. Comment ça s'est passé? Alors vous vous êtes investi, il a fallu faire des actions. Alors pour certains, il y a les parents qui ont investi, il y a le club qui a participé aussi, mais il y a aussi beaucoup de recherches, de partenariats, donc ils vont chercher des financements un petit peu auprès des amis, parce qu'on sait que de plus en plus les entreprises donnent de moins en moins, c'est vraiment compliqué, et surtout que notre discipline, que ce soit le judo ou le jiu-jitsu, ça fait partie de la même famille. On n'est pas un sport populaire
on va dire aux Antilles, si on ne fait pas du football, on ne fait pas du vélo, et c'est vraiment plus compliqué d'aller chercher des financements. Et là, maintenant qu'on a des médailles, effectivement, il y a des entreprises qui nous ont contactés pour nous dire, bon, mais maintenant, si vous voulez, on va vous accompagner pour aller au monde, mais 2-3 entreprises ne suffit pas, il faut encore plus. Donc, justement, quelles que soient les entreprises, on est prêt à les accueillir pour qu'on puisse aller au monde dans les bonnes conditions. Qu'est-ce qu'il en est des collectivités majeures? Alors les collectivités, ça on va laisser la parole au président. C'est lui qui gère vraiment ce dossier-là. Oui, parce que voilà. Quand on revient avec autant de médailles, ça sous-entend par la même occasion que les collectivités jouent le jeu, je suppose. Le président va s'avancer. Le président va dire deux mots comme déjà, il fait une quête qui en dit long. Principalement, les collectivités, tant qu'il n'y a pas encore de résultats, ce qui est difficile à dire, mais c'est pas évident pour qu'elles puissent nous suivre dans ces déplacements. Et surtout là, vous avez, ils ont peut-être pas précisé, mais ce sont les clubs, c'est des déplacements clubs d'abord. Donc ça veut dire que même au niveau de la Ligue, on ne reçoit pas de subventions permettant à ces sportifs de se déplacer sur ces compétitions-là. Mais moi, ce que je voulais savoir, est-ce que quand même ces collectivités ont été sollicitées? Elles ont été sollicitées. Oui. Donc, pour certaines, entre guillemets, c'était on regarde, mais il n'y a pas encore cette adéquation. Et comme M. Williamson l'a dit, aujourd'hui, le problème du judo, c'est qu'on ne fait pas judo et du jujutsu, c'est qu'on ne fait pas partie des sports rois pour avoir directement, je dirais, un financement aisé et surtout une pratique pour les jeunes, pour les faire avancer beaucoup plus vite. Donc c'est vrai que si les collectivités, dans la nouvelle politique qu'on souhaite mettre en place, pouvaient intégrer vraiment le judo et surtout le jiu-jitsu, ce serait très bien. Parce que là, vous avez un collectif, des jeunes qui sont soudés, qui sont en train de travailler, des entraîneurs qui sont au taquet, et des parents et des sponsors qui essayent d'aider, mais ce n'est pas suffisant pour qu'ils partent de façon tranquille. Là, il y a le prochain déplacement qui va se faire en Roumanie, pas en Roumanie, en Grèce. Donc ça veut dire que pour les championnats du monde, donc ils auront besoin d'aide sérieusement. Donc n'hésitez pas, surtout qu'il y a des possibilités pour les entreprises et tous les donateurs de faire un don qui soit au moins remboursé à 66% sur les impôts. Oui, parce que là, franchement, les résultats sont au rendez-vous. Moi, je pense quand même qu'il faudra peut-être... On va essayer encore de pousser les murs, mais c'est vrai que les parents mettent beaucoup la main à la poche, et c'est parce qu'ils aiment ce que leurs enfants font, et en même temps, on voit des jeunes qui s'épanouissent. Alors, évidemment, vous parliez donc de la Grèce, c'est dans très peu de temps, d'accord? Et là encore, vous partez avec l'esprit de pouvoir revenir avec des médailles. Eh bien, je vais laisser les jeunes filles répondre. Eh ouais. Ah, voilà. Alors, qui c'est qui prend la parole? Alors, donc, justement, les filles, du coup, Richard disait la Grèce, mais ça vous fait aussi un très beau carnet de voyage. Ah oui. Est-ce que ça aussi, c'est une source de motivation? Quand on se dit, bon... Il y a les mondes en Grèce, on va en Roumanie. Tout ça aussi, du coup, ça facilite aussi ce côté d'investissement, de travail qu'il y a à faire. Quand on est un peu plus fatigué que d'habitude, on se dit, ouais, non, mais quand même, ça vaut le coup d'y aller, de se donner un petit peu plus à fond. Hélène? Oui, parce qu'on découvre de nouveaux pays. On se dit qu'on va découvrir des pays étrangers que je pense qu'on n'aurait peut-être jamais vu ou découvrir. Et du coup, ça donne vraiment beaucoup de motivation. Et moi, personnellement, j'espère juste faire beaucoup plus que l'année dernière. J'avais fini 3e et j'espère faire mieux. J'espère aussi que toutes mes camarades ramèneront des médailles. J'espère qu'on sera énormément soudés, qu'on fera mieux et qu'on donnera tout. Et j'espère qu'on restera toujours aussi soudés et motivés l'une des autres. Océane? Oui, ça permet d'oublier le stress, ça permet de passer à autre chose, pas penser qu'à la compétition, parce que ça aussi, ça peut fermer des portes. Et mais moi aussi, j'espère qu'on ramènera le plus possible de médailles. Et voilà. Vous êtes prête? Comment ça s'enchaîne du coup?
la prépa. Vous êtes revenu donc vous êtes arrivé mardi. Vous êtes arrivé mardi. Donc du coup, comment ça s'enchaîne pour vous parce que vous êtes en cours, vous avez entre 18 et... donc ça aussi, c'est une gestion. Donc comment ça aussi vous faites au quotidien? Anaï? Ah oui, Anaï, c'est ça. Du coup, moi je suis au CREPS. Du coup, c'est le cours l'après-midi et entraînement c'est cours le matin et entraînement l'après-midi. Entraînement l'après-midi. Du coup, c'est vrai que c'est un peu dur, mais on a du temps pour s'entraîner. Pour moi, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est au CREPS. Jessie? Moi, je suis en études supérieures, donc je suis en BTS. Donc les examens, là, c'est bientôt, dans 2 semaines. Donc là, je pourrais pas trop aller aux entraînements, puisque normalement, je switch un peu, puisque je suis au CREPS, au CREJ. Et c'est les jours où j'ai pas cours l'après-midi que je vais au CREJ, et comme je travaille après, donc c'est vraiment une organisation. Et comme il y a les épreuves qui approchent, les remises de dossiers, etc. Donc j'ai pas trop le temps. Et quand j'aurai fini, mais je vais quand même continuer le sport. Mais quand j'aurai fini, je vais vraiment me remettre parce que comparé à l'année dernière, on a plus de temps. Mais il faut pas attendre quand même. Et Laurie? Pour moi, c'est à peu près pareil. Je suis en études supérieures aussi. Je suis en licence. Du coup, les examens approchent. Là, voilà, aujourd'hui, même je suis en examen et j'avoue que c'est de l'organisation, c'est-à-dire partir sur un voyage pour une compétition et revenir et avoir quelques jours pour préparer ses examens, ça demande de l'organisation, mais après il faut aussi être motivé, savoir ce qu'on veut faire aussi dans sa vie. Mais pour les entraînements en général, j'arrive toujours à m'organiser pour être là. Même si je sais que j'ai examen, je peux être là et après je file et je révise. Voilà, c'est juste une question d'organisation et puis voilà. William, en tant que coach, c'est aussi du coup dans la programmation quelque chose du coup à prendre en considération puisqu'elles n'ont pas forcément toutes le même emploi du temps. Celles qui sont au CREPS, c'est plus simple. Donc il faut aussi pouvoir s'adapter et gérer tout ça. Oui, effectivement. Donc là, on est rentré de Roumanie mardi. Donc il y a eu un petit peu de repos quand même parce qu'il faut savoir que le week-end prochain, il va y avoir une compétition de Jiu-Jitsu, le mémorial Joël Toll. Et après, pour 3 des jeunes filles qui sont là, donc Hélène, Anaï et Océane, et préparent les championnats de France de judo qui vont se dérouler le 17-18 mai. Donc après on va faire le Jiu-Jitsu. Donc ils jouent sur 2 tableaux, mais bon, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont au CREJ, donc Centre régional d'entraînement. Et donc ils ont des horaires aménagés. Donc le matin, c'est l'école et l'après-midi, ils vont sur le tatami pour s'entraîner. Après, notre problématique au niveau du jiu-jitsu, c'est que sur le jiu-jitsu combat, par exemple, il y a 3 parties. Pied-point, projection judo et au sol. Et notre petit souci, c'est les pieds-points, parce qu'on n'est pas des spécialistes. Donc avec Schmidt, on a fait appel à Thierry Angélique, qui est un professeur de karaté, qui nous a donné un bon coup de main pour que justement qu'on puisse avoir ces résultats-là aujourd'hui, quoi. Donc là, pareil, il va falloir reprogrammer des séances avec lui pour qu'on puisse... parce que là, c'est les montes, donc plus on monte, plus le niveau augmente aussi. Donc plus il faut être performant et gérer peut-être mieux le poids. C'est une information qui est glissée tranquillement. Très bien, on va passer, Richard, donc à la programmation, puisque l'heure file. Et donc, il faut parler de ce qui nous attend ce week-end. Oui, ce qui nous attend ce week-end, on commence peut-être avec le tennis. Oui, pourquoi le tennis. Le tennis, il y aura l'ITF Junior, qui commence d'ailleurs ce soir. Et ça va être le tableau des demi-finales, simple hommes et dames. Et puis, demain après-midi, on va commencer les finales des tableaux simples hommes et dames. Il y aura donc également ce week-end du basket, puisque donc les demi-finales de play-off ont débuté et en milieu de semaine il y a déjà eu donc le premier tour donc de ces rencontres. Donc l'Étoile de l'Ouest qui s'est imposée face au New Star, l'USR s'est incliné face au GGB chez les hommes, chez les femmes la MJCA s'est imposée face au Signe Noir et puis également donc le GGB qui s'est imposé face au BMBC.
Ce soir, les rencontres en retour débutent. Donc, vous allez pouvoir suivre après Sport 10 à 21h la rencontre USR GGB qui va se dérouler à Sainte-Rose. Demain soir, vous pourrez suivre également la rencontre entre l'EDO et le New Star qui va se dérouler donc à Bémao. Et puis ce soir, chez les filles également, la MJC se déplace au Signe Noir et le BMBC va accueillir le GGB. Il est crucial donc pour le BMBC de pouvoir remporter cette rencontre. Sinon, les filles, donc les Bémaotiennes, seront éliminées donc, de ces playoffs et donc ça va être difficile du côté de Bémao ce soir. Du côté de Bémao ce soir, et puis il y aura également du triathlon. Il faut quand même le triathlon des abîmes, il faut en parler. 13h, ça va se dérouler au niveau de la plage de Babert. Et puis l'arrivée, ce sera dans le bout des abîmes. 1500 mètres pour la natation, 40 km pour les vélos et 10 km à pied. Voilà pour le triathlon. Et puis les playoffs aussi, en ce qui concerne le volley. En ce qui concerne le volley, oui, début des playoffs, Richard. Le volley dames, surtout demain après-midi à Cap-Esther-Bello, 17h30, US Goyave qui sera opposé à Fumerol. Il y aura également, ça va bientôt être, les playoffs de hand, mais donc la dernière journée de championnat a eu lieu donc pour les femmes et pour les hommes. Et donc à l'issue de cette journée, je vous propose donc de découvrir les classements. Donc chez les femmes, donc c'est l'Intrépide qui termine donc à la première place. Deuxième, le Pointe-à-Pitre handball. Troisième, le Zionla. Quatrième, l'Étoile. Donc cinquième, la JSA. Sixième, l'Infini. Ce sont les 6 équipes qui seront donc qualifiées pour disputer donc ces playoffs du côté des femmes. Et donc chez les hommes, pareil. Alors donc c'est la JTR qui occupe la première place. Deuxième, l'Intrépide. Troisième, l'Azup. Quatrième, Entente Club Sport Infini. Cinquième, ASA. Sixième, le Zionla. Donc voilà les 6 équipes qui sont donc qualifiées pour pouvoir jouer les playoffs du côté du hand. Du trail, nos limites, ce sera donc dimanche matin, départ à 8h au phare de Vieux-Fort. Donc il y aura 2 parcours, 9 km, il y aura 600 mètres de dénivelé, et puis sur les 19 km, il faut compter 1500 mètres de dénivelé. Et donc voilà, on a fait le tour sur ce qui vous attend. Il y aura également du cyclisme, pas mal donc de choses à venir donc ce week-end. Donc voilà, Richard, on a fait un petit peu le tour. Oui, un petit peu le tour. Il y aura aussi du football. Il y aura du football. Justement la régionale. Oui, normalement, on l'a en tableau. On l'a en tableau, normalement. Oui, donc cette nouvelle journée de championnat, pardon. C'est vrai que j'avais oublié le foot. Ben oui. Donc alors le foot, voilà, justement. Donc ce sera la 25e journée en ce qui concerne la régionale 1. Avec ce match, ce qu'il faut surtout voir, c'est le CSM qui sera opposé à l'AS Gosier, c'est ce soir, 20h30. Et puis l'amicale qui va recevoir, et ça va se passer demain après-midi, 16h, la Juventude de Sainte-Anne. La Gauloise, qui joue un rôle très important pour éviter la relégation, et bien, sera opposée aussi au cours demain après-midi à Rivière-des-Pères. Rivière-des-Pères, le Sporting face à l'AS Dynamo, demain soir à Bémaro, 20h. La Jeunesse Évolution, demain soir également face à la Solidarité scolaire, ça va se passer aux Abîmes. Et puis le phare de Petit Canal, qui va recevoir justement l'Étoile dans son jardin à Petit Canal. L'USBM, évidemment, qui sera opposé au CFA. Et cette rencontre va se dérouler le 24 prochain. Alors, en tête, on trouve pour le moment, c'est bien entendu le CSM. C'est serré en tout cas en tête du classement donc, de cette régionale 1, bien sûr, donc des matchs à enjeu. Voilà, on arrive au terme de ce Sport 10. Donc merci mesdames et messieurs d'être venus sur notre plateau. Bon, le rendez-vous, le prochain rendez-vous, c'est après bien sûr championnat de France, après les mondes. Donc prenez votre abonnement. Vous savez que dès que vous rentrez, vous avez un rendez-vous le vendredi. Donc je vous attends. Avec les médailles, bien sûr, pas sans rien. Donc voilà. Et puis les kilos superflus. Oui. Voilà, en tout cas, Sport 10, c'est fini pour ce soir. Lundi, vous retrouvez Richard et Pascal dans Challenge Sport 10. Et puis nous, on se retrouve bien sûr vendredi prochain pour un nouveau numéro de Sport 10. Bonsoir à vous et bon week-end sportif. On n'oublie pas le mercredi aussi. Et on oublie le mercredi, c'est vrai. Oui, surtout pour les jeunes. Et oui, donc le mercredi avec Richard, justement à 15h30 avec C'est le foot. Voilà, et sinon, rendez-vous tout à l'heure pour le direct de basket. Et puis samedi également, il y aura donc du direct basket. Bien sûr, restez sur Canal 10, la chaîne du sport. Bon week-end à vous. Bonsoir.
life.